Salut, c'est Magnum Magister en direct de la bibliothèque et cette semaine je m'attaque à un très très gros morceau qui va me demander au moins 2 vidéos pour pouvoir vous en parler et en faire le tour. Je veux parler tout simplement de... Oh, il est accroché le vilain. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Warhammer, le voici. Voilà, voilà. Ça doit probablement vous dire quelque chose. Et donc cette première partie de vidéo sera consacrée évidemment à la première et la deuxième édition. Et donc la deuxième vidéo sur la troisième, très décriée, et la quatrième édition, quelque peu décriée aussi, surtout en français, mais bon, nous en reparlerons. Voilà, alors Warhammer, c'est un monument. Et oui, qui n'a pas joué à Warhammer dans notre jeunesse? Et Warhammer, avant tout, au départ, c'est une production donc de Games Workshop en VO qui est, on va dire, au départ, excusez-moi, c'est la toux du matin, tournée sur le jeu de figurines. Et le voici justement. Donc ça, c'est la version française qui date de 84, qui est en fait c'est la première édition de Warhammer Battle. Donc on est vraiment au départ sur un wargame. D'ailleurs, on sentira dans les premières éditions qu'il y a quand même encore, on va dire, quelques petites scories, on va dire, justement, de cette période, on va dire, où on faisait du jeu de figurines, du wargame. Donc voilà, Games Workshop, c'est une société anglaise, qui est à la fin des années 70, si je ne m'abuse. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Games Workshop, mais ça doit être à peu près ce que j'avais lu ou entendu. Et donc une société au départ qui vendait tout simplement des peintures et qui s'est quelque peu diversifiée en créant son propre système de règles, en plus d'avoir donc son propre magazine, donc le fameux White Dwarf, qui faisait évidemment des articles sur le fameux Donjons et Dragons. Et ils ont commencé, on va dire, après à faire d'autres articles sur d'autres jeux de rôle, et ils ont créé leur propre jeu de rôle, donc ça doit être dans les années 80, donc là ça doit dater, je crois, c'est la première édition de 80. Nous, on l'a eu, je crois que c'était 86, si mes souvenirs sont bons. 86, c'est bien ça? C'est la date que j'ai en tête. Est-ce la bonne? 86, oui, c'est bien ça. Et voilà, et donc il se dote, en fait, après avoir, on va dire, inondé le marché avec des figurines donc de fantasy au tout départ. Bon, en 86, quand même, il y aura Rock Trader qui va sortir, donc c'est la première mouture de, de, de Space Marine. C'est-à-dire Warhammer 40 000, c'est-à-dire où on joue justement des Space Marines. Voilà, et donc là, on a quand même quelque chose. On a un univers vraiment qui se développe petit à petit. Donc au départ, d'un univers, on va dire, de fantasy, on va petit à petit, on va dire, se développer vers justement un univers de SF extrêmement global, où je ne spoil pas grand-chose en vous disant que la Terre, en fait, de Warhammer, ce qu'on appelle, on va dire, le vieux monde, parce que c'est là-dedans, en fait, qu'on va jouer principalement, qui n'est que en fait un continent, qui ne représente en fait que le continent européen, plus on va dire une grosse partie de l'Afrique. Ce monde-là en fait fait partie bel et bien de l'univers de Warhammer 40 000. Alors, certains, on va dire, les séparent, d'autres, on va dire, ont fait des mix dans leur coin, justement, en faisant apparaître des Space Marines voilà, dans Warhammer. J'ai connu des gens qui le faisaient. D'ailleurs, je rappelle la rumeur, donc là, c'est le symbole donc, de Sigmar, la comète à 2 queues, que tout le monde dit, en fait, être un vaisseau spatial, en fait, avec ses 2 réacteurs. Je pense que la rumeur et la petite histoire est connue de pas mal d'entre vous. Voilà. Donc Warhammer, ce jeu de rôle, c'est, on va dire, le jeu de rôle, donc édité à l'époque par Jeu des cartes. Pour ce qui est donc de l'univers, on a affaire à un univers de fantasy, mais pas n'importe lequel. Donc vous voyez, c'est bien le logo des cartes. En plus, c'est l'ancien. Un livre quand même qui était d'excellente qualité, énorme pour l'époque, qui avait quand même ravi énormément de gens. Et donc en fait, c'est ça qui était bien, c'est qu'avec uniquement le livre de base, on pouvait jouer pendant des années. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, le reste n'était vraiment que voilà, des ajouts certes intéressants, mais il n'y avait rien, on va dire, d'essentiel qui n'était pas déjà dans le livre de base. Et ça, c'était plutôt pas mal pour, on va dire, voilà, 199 francs à l'époque, ce qui était plutôt... c'était vraiment très bon rapport qualité-prix, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait. Ça, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est du système de jeu, le système de jeu, le personnage était défini comme
ou quasiment comme à l'époque les personnages justement du jeu de figurines. Ils avaient à peu près les mêmes caracs, hein, donc ce qui veut dire qu'il y avait une quasi-compatibilité, c'est dur à dire, entre les deux jeux, du moins au départ. Après, il y a des caracs qu'on commençait à s'effacer dans le livre, on va dire, des règles du jeu de figurines, Warhammer Battle. Et donc, ça se définissait. Je vais vous montrer la feuille de l'époque. Ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Alors, si j'arrive évidemment à avoir la bonne face de la feuille, là voilà. Je la montre sans que ça brille trop. À la feuille, ça passe assez mal, hein, mais bon. Alors donc on avait déjà M, la capacité de mouvement, donc qui indiquait qu'elle était en fait, là on était vraiment dans le figurinisme qui indiquait combien de mètres normalement vous pouviez faire, donc ça allait je crois de 1 jusqu'à 10 environ. Après ça dépend, il y avait des talents qui permettaient évidemment d'aller beaucoup plus vite, comme les elfes évidemment, ou qui eux pouvaient péter le high score. CC, la capacité de combat, donc c'était pour exprimer sous forme de pourcentage votre capacité à taper sur le voisin avec une arme de corps à corps. C'était la capacité de tir, elle aussi exprimée en pourcentage, qui indiquait à quel point vous pouviez atteindre votre ennemi à distance. La force, elle, qui était de 1 à 10, enfin ça pouvait aller au-delà de 10, hein, parce que la première édition avait, on va dire, la fâcheuse tendance à être assez déséquilibrée, mais j'y reviendrai. Donc la force exprimée sur 10, l'endurance exprimée sur 10 aussi, le nombre de blessures, donc là qui pouvait aller bien au-delà, excusez-moi, de 10 également. Hein. Normalement, la valeur pouvait aller, je crois, jusqu'à 20, voire même beaucoup plus que 20 hein, au fil du temps. Après, l'initiative, voilà, qui, elle, était exprimée donc dans la première édition, c'était, c'était sur une échelle de 1 à 10 aussi. Ce qui a changé dans la deuxième édition, si mes souvenirs sont bons, le nombre d'attaques, pareil. Donc là, ça pouvait aller jusqu'au 4, je crois, maximum pour un personnage. 4-5 dans certains cas. Bon, il y avait certains monstres, évidemment, qui pouvaient avoir plus. Après, vous aviez donc la dextérité, exprimée en pourcentage, le commandement, l'intelligence, alors là, il y avait donc la force mentale, FM, la sociabilité, SO, et CL, c'était le calme. C'était ça. Calme. J'ai pas souvenir de cette caractéristique, que je vérifie. Parce que. Oui, sang-froid ou calme. Oui, si, c'est bien ça. J'ai eu un doute cosmique là qui m'a atteint. Et donc à partir de cela, on avait également donc des talents qui rajoutaient, on va dire, plein de petits bonus, plein de petites capacités, des compétences qui elles-mêmes, en fait, donnaient la capacité d'utiliser, on va dire, on va dire une certaine capacité qui elle-même était exprimée sous forme de pourcentage, puisque ça dépendait donc d'une caractéristique, ou c'était carrément une compétence qui avait un pourcentage propre. Il y en a plusieurs, on va dire, qui fonctionnaient comme ça. Et puis après, voilà, vous aviez votre équipement, ce qu'ils appelaient donc les dotations, votre armure, etc. Il y avait déjà donc dans ce système un système donc de localisation des blessures. Donc à chaque fois en fait qu'on essayait de porter un coup, on avait une localisation à faire en pourcentage. Alors normalement, si mes souvenirs sont bons, on inversait le descend pour avoir la localisation. Donc si on faisait par exemple 43 sur le descend, on avait une localisation en 34. Et voilà, et le but c'était évidemment de baisser les points de blessure à 0. Et une fois qu'on arrivait à 0, en fonction évidemment du nombre de points qu'on faisait en négatif, on avait une table sur le descend et on faisait un coup critique. Et donc il y avait également donc des tables de coups critiques en fonction de la localisation. Et c'est aussi un système qui offrait, et c'était l'un des, on va dire, on était déjà après la période de Cthulhu, un système aussi de santé mentale, où donc le personnage pouvait devenir fou, pouvait être également corrompu par la magie. Il y avait donc un système par liste, niveau et liste de sorts. Enfin, c'était pas des listes de sorts à proprement parler comme dans Rollmaster, mais c'était, on va dire, par niveau. Chaque type de mage, puisqu'il y avait plusieurs types de mages. Donc il y avait le mage de bataille, le nécromant. On commençait obligatoirement, évidemment, apprenti, sorcier, voilà, à passer le balai dans le laboratoire.
Et après, on se développait petit à petit au fil donc de ce qu'on appelle le système, qui était d'ailleurs le point fort du jeu. Je veux parler des carrières. Car oui, en dehors de choisir sa race dès le départ, on avait accès à ce qu'on appelle donc une carrière, qui était donc exprimée sous cette forme. Voilà. Donc c'était un profil de carrière qui donnait en fait les bonus que vous pouviez acheter avec les points d'expérience. Donc c'était par tranche de centaines de points. On achetait en fait des bonus. Donc on avait des carrières de base et des carrières avancées. Donc fallait avoir fait plusieurs carrières de base, avoir les prérequis pour pouvoir justement faire les carrières avancées. Et donc évidemment on ne bénéficiait que des bonus plus élevés que notre carrière de base. Voilà, si on avait déjà eu un bonus par exemple de plus 10 dans une caractéristique, eh ben, il fallait avoir une carrière avec un bonus de plus 20 pour pouvoir acheter la différence. C'est vraiment le point fort en fait du système justement, c'est ce fameux système de carrière, au-delà on va dire d'un système à pourcentage qui était assez classique et qui ressemblait beaucoup plus à un système de jeu de figurines dont il est issu, il faut quand même être clair. Désolé. Décidément, ça va être dur ce matin. Ah là là, quelle misère. Donc, hormis donc, comme je disais, un système à pourcentage qui pouvait sembler assez classique, mais qui était tout de même assez innovant pour l'époque, puisque Donjons et Dragons, lui, utilisait du pourcentage pour quelques-uns de ses aspects, mais c'était pas un système, on va dire, quelque peu unifié. Là, tout était résolu quand même par des pourcentages, le système était assez unifié pour l'époque, ce qui était quand même une très bonne chose. Et le système de carrière était vraiment la grande innovation, ce qui permettait vraiment de développer un personnage au fil du temps, où donc voilà, on était par exemple trafiquant de cadavres, une de mes carrières préférées, et après on pouvait évoluer en devenant voilà, assassin, etc., etc., et c'était plutôt vraiment bien vu. Voilà, donc ça c'est pour le système de jeu, donc oui, comme je disais, le système de magie, on avait donc à partir de la carrière de base apprenti sorcier, après on se spécialisait, donc on pouvait devenir évidemment, comme je disais, nécromant, mage de bataille et plein d'autres spécialités. C'était à peu près pareil également pour les prêtres, entre guillemets. Donc on avait en fait des gens qui pouvaient devenir des clercs, voilà, et qui avaient aussi leur propre carrière de clerc, et ça leur donnait accès évidemment à des pouvoirs. Il y avait également dans la première édition, et là c'était uniquement dans la première édition si mes souvenirs sont bons, la possibilité aussi de jouer des sortes de druides, de prêtres animistes, quoi, de prêtres, on va dire, des forces de la nature, ce qui n'existait plus dans la deuxième édition. Et au-delà de tout cela, donc qui eux pouvaient lancer les sorts, ils utilisaient pour cela des points de magie, ce qui a beaucoup changé après dans la deuxième édition. On avait un système d'ailleurs dans la deuxième édition que moi je trouvais beaucoup plus intéressant. Et donc l'utilisation de la magie était vue, c'était l'esprit de l'univers, comme extrêmement corruptrice, car évidemment la magie est quelque chose issu du chaos. Car en dehors en fait évidemment d'être un univers médiéval fantastique très baroque, c'est-à-dire que là on se place plus à une période proche ou très proche de la Renaissance, mais très, très décadent. L'univers de Warhammer est un univers extrêmement sombre, extrêmement noir. C'est un univers d'horreur d'une certaine manière. On peut le jouer en tout cas sur on va dire cet aspect spécifique qu'est justement l'horreur. Eh bien, Warhammer se définit également par rapport à des luttes cosmiques, de forces cosmiques, que sont donc entre la loi, donc la balance et le chaos, enfin, la neutralité d'une certaine manière, avec évidemment à chaque fois ces divinités liées, donc les fameuses 4 divinités du chaos que tout le monde connaît, donc Nurgle, Slaanesh, donc Nurgle, qui est la divinité on va dire de la corruption physique, de la maladie, de la pestilence. Slaanesh, qui est la divinité évidemment du plaisir, de la corruption, on va dire, par la sexualité, par les émotions, par les sentiments. Donc Tzeentch, qui est la divinité, on va dire, de la fortune, de la magie, de la chance, de la destinée. Et Khorne, qui est la divinité de la brutalité, de la violence, du sang. Voilà. Et on avait en regard 3 divinités de la loi,
qui étaient donc, si je me souviens, Illuminas, Arianka et Solkan, voilà, qui sont très très peu connus, hein. Techniquement, voilà, ceux qui ont joué à Warhammer, s'ils ont un jour croisé des gens qui se réclamaient de ces divinités, ils ont eu du bol, parce qu'elles n'étaient pas très très, pas très très, on va dire, développées, mais bon, elles sont dans le BG pourtant. Il y avait évidemment des divinités pour chaque peuple. Là, pour les elfes noirs, par exemple, il y avait la divinité du meurtre, hein, Kane, et des assassins qui foutaient bien la merde quand un joueur, ça lui prenait l'idée, on va dire, de vénérer une telle divinité. Et en plus, si le MJ lui permettait, ce qui n'était pas une très très bonne idée, soit dit en passant, pour l'équilibre du groupe. Donc voilà, c'était un système qui était quand même très bourrin, très déséquilibré, en première édition, voilà, vous jouiez un nain ou surtout un elfe, vous étiez le roi du pétrole. Franchement, votre perso était quasiment impossible à déboulonner, hein. Avec en plus le système de carrière, si vous choisissiez bien votre parcours, franchement, vous aviez un personnage très très très, on va dire, puissant, très très tôt par rapport, on va dire, au reste du groupe. Mais ça restait quand même normalement extrêmement noir, dark, meurtrier, violent. Et le système, on va dire, avec ses coups critiques, justement, permettait de mettre l'accent là-dessus. Voilà. Donc pour l'univers, de manière générale, on nous proposait dans les règles de base de jouer dans le vieux monde, donc le vieux continent, l'Europe, un peu aussi, on va dire, bon, on jouait de toute façon dans l'Empire. Au départ, du moins, il n'y avait pas eu beaucoup de suppléments qui ont défini les autres territoires. Il fallait aller chercher justement dans le background du livre, ce qu'on appelait les livres d'armée de Warhammer Battle pour avoir des précisions de règles. Et donc, on jouait donc dans l'Empire qui est donc le reflet, si je puis dire, dans Warhammer du Saint-Empire romain germanique historique, avec un empereur. Donc là, à l'époque, c'était Karl Franz, hein. On était revenu là-dessus d'ailleurs, même aussi normalement dans la deuxième édition. Donc on était au niveau du calendrier aux alentours de 2000, même plus de 2000, hein, c'était 2500, même si mes souvenirs sont bons. Et je suis bloqué parce que j'ai joué beaucoup à Mordheim, et Mordheim se passe à la fin du 19e siècle, du 20e siècle même d'ailleurs. Et donc normalement, oui, la chronologie, c'est au niveau de 2000. Je vais regarder ça. La chronologie était dans la campagne impériale. Mais je crois que c'est 2500, oui. On était à la veille de 2500. Et à la veille de l'apocalypse, et donc d'une certaine manière, d'une lutte sans pitié, sans merci. Ouais, 2502, c'est bien ça. Karl Franz Ier est élu et accède au trône impérial. Oui, puisque c'était une élection, hein. L'Empire est divisé en provinces, et chaque province a un électeur. Et donc elles élisent l'empereur. Voilà, donc on jouait en fait dans cette grande entité qui est l'Empire, qui était entourée, on va dire, par à l'est des montagnes avec les terres du chaos, au nord des terres également assez chaotiques, hein, donc Albion, les Norrois, etc. C'était vraiment le bazar. Au sud, donc on avait les provinces, donc par exemple la Bretonie, qui est le reflet dans le monde de Warhammer de notre très chère France, avec des chevaliers, le Graal, etc. Qui était un univers extrêmement intéressant mais à jouer, mais qu'on ne pouvait pas jouer du tout dans la première édition. Dans la deuxième, ce fut le cas. Plus donc l'Estalie, voilà, qui correspondait à l'Italie, etc. Il y avait même les royaumes, on va dire, du Moyen-Orient. Il y avait l'équivalent de l'Égypte avec Khemri, mais bon, c'était un peu pourri, hein. Il y avait des momies partout, et des morts vivants, c'était nul. Enfin, ceux qui y allaient, ils prenaient leurs responsabilités. Donc l'important, c'était évidemment que l'Empire avait déjà des relations avec ses voisins. Bon, il y avait une grande forêt également où il y avait des elfes sylvains, donc qui était un peu l'équivalent, hein, de la forêt, on va dire, un peu entre Mirkwood et la Lorient, hein, d'une certaine manière. D'ailleurs, elle s'appelle, je crois que c'est, oui, son nom, c'est bien c'est la Lorient. J'ai un vieux doute sur ce point. Donc là, c'est la carte, hein, de l'Empire. Je vous montre celle de la deuxième édition, qui est en couleur, qui est beaucoup plus jolie. Mais elle a un nom dans le Midland, donc est-ce que je vais retrouver le nom de la forêt qui m'échappe, mais bon, c'est un nom évidemment ayant une consonance avec la Lorient, hein, puisqu'il y a évidemment une référence manifeste au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà.
Que dire de plus? Ben voilà, on jouait dans cet univers, mais ce qui n'était pas important, c'était pas les relations, on va dire, avec les gens et à l'extérieur, les guerres, même si c'était possible hein, de jouer, on va dire, les relations, mais c'était, on va dire, la corruption à l'intérieur, mais c'est vraiment le thème en plus de la campagne majeure de Warhammer, c'est que la corruption, elle vient de l'intérieur. C'est l'Empire, il est extrêmement vaste, il est extrêmement, on va dire, énorme, avec énormément de population, et eh ben, l'humain, lui, il est sujet à la corruption. Et c'est ça la thématique réelle de Warhammer, c'est qu'on joue en fait cet aspect corrupteur qui va vous gangréner de l'intérieur, que ce soit en pratiquant la magie ou on va dire en étant plus ou moins attiré, on va dire, par le côté obscur, en étant, on va dire, cupide, violent, voilà, luxurieux. Bref, on pouvait, on va dire, aller sur ce genre de thématique et donc faire vraiment une véritable descente aux enfers avec justement système de corruption, de santé mentale où concrètement votre personnage, au-delà de mourir, comment dire, d'un mauvais coup au travers d'un chemin à cause d'une bête du chaos, donc d'un homme bête qui vous attaquait, ce qui était assez classique, ça arrivait assez souvent, quand même, hein, que quand on déotait un petit peu par rapport au chemin habituel, on tombe sur des créatures du chaos, des gobelins sur des orques qui voulaient évidemment vous tataner et vous bouffer, bah, là on avait la possibilité aussi d'être corrompu de l'intérieur, d'être vraiment, on va dire, euh, de pourrir vraiment de l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation, on va dire, générale de l'ensemble. Je crois avoir rien oublié. De toute façon, je referai des petites précisions quand je vous montrerai les suppléments. Et donc, je vais commencer avec la gamme de la première édition. Donc, la gamme de la première édition, il y avait ce livre de base, comme je l'ai dit, est extrêmement copieux. Donc, on avait affaire à un livre de 300, donc ça faisait 360, donc 300, ouais, quasiment 370 pages. Où il y avait vraiment tout, hein. C'était écrit petit en plus, hein, donc vous le voyez, ça reste quand même assez... voilà. Donc il y avait la description évidemment de l'univers, de l'Empire, soit dit en passant, donc on avait tout le système de jeu, le système de carrière, la description des fameuses compétences diverses et variées que vous pouviez avoir en fonction de vos carrières, donc chance, chimie, confection, connaissance des parchemins, etc., etc. Il y en avait pléthore. Dans la première édition. Ça se réglait vraiment en très très peu, hein. C'était à chaque fois un petit paragraphe et donc ça vous donnait en fait un bonus, on va dire, pour tel ou tel aspect de votre carrière. Donc voilà, vous aviez les carrières, hein, les fameuses carrières avec les profils, les compétences que ça vous donnait, qu'il fallait acheter, les dotations qu'il fallait avoir de base pour pouvoir rentrer dans la carrière, ou qu'ici vous commenciez dans la carrière, vous aviez cet équipement-là, et après on vous donnait donc les débouchés. C'est-à-dire vers quelle carrière vous pouviez vous tourner quand vous aviez fini votre carrière. Et pour ça, il fallait évidemment compléter la carrière entièrement pour bénéficier de bonus. Ça, c'était surtout dans la deuxième édition où il y avait le bonus pour terminer sa carrière. Et après, vous pouviez changer de carrière pour aller vers une autre et la finir ou ne pas la finir, ça dépendait de vous. Mais généralement, c'était pas très intéressant. Ça vous fait perdre des bénéfices et des points, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, dans la deuxième édition. Parce que j'ai beaucoup joué à la deuxième édition. La première, j'y ai moins joué, mais la deuxième, là, par contre, c'est clair, j'ai eu une période, quand elle est sortie, où j'y ai joué pendant des années. Plus trop maintenant. Puisqu'après, j'ai testé la troisième édition, également, quand j'en ai eu l'occasion, pour jouer la campagne impériale. Et j'y reviendrai. Donc, un bouquin extrêmement utile. Il y avait même un scénario. Hein. Je crois que le contrat de Holdenhaler, c'est ça. Holdenhaler, oui, c'est ça. Et vraiment le scénar de base que tout le monde a fait quand il a commencé. Voilà, moi je me souviens, ceux avec qui je jouais à l'époque au Wargame, parce que j'ai commencé en fait par jouer déjà au jeu de figurines Warhammer Battle avant de jouer, on va dire, au jeu de rôle. Donc j'ai connu l'univers déjà par le jeu de figurines avant de le connaître en jeu de rôle un peu plus tard. Donc c'était au début des années 90, fin des années 80 pour Warhammer Battle. Moi j'y jouais quand j'étais au collège, donc ça vous en dit long sur mon âge.
Il y avait également donc un écran qui était plutôt pas mal, hein, il était sobre, bon, il y avait le nom du jeu écrit dessus, certes certains se plaindront, mais il y avait tous les tableaux. Warhammer était assez fluide, hein, normalement si vous saviez à quoi correspondaient vos talents, c'était vraiment la seule chose où il y avait besoin de précision, plus la description des sorts évidemment. L'écran était largement suffisant pour pouvoir gérer une table. Voilà. Donc, je le remets dans son plastique de protection. On a bien besoin, le pauvre. Car il faut garder ce patrimoine dans un état, on va dire, parfait. On va dire, cet écran-là, je ne l'ai jamais trop étraîné. C'est vraiment l'écran de la deuxième qui lui a beaucoup plus pris, pour ainsi dire. Les écrans sont toujours, on va dire, un peu la protection du MJ, mais aussi, on va dire, la victime des exactions des joueurs. Donc il y avait également, pour la première édition, un supplément qui s'appelait Personnages. Donc vous aviez un petit livret qui vous donnait des petites précisions pour en fait créer le background de votre personnage. Voilà, frères et sœurs, vos prénoms, etc. Donc c'était vraiment un petit truc. Et il y avait surtout un bloc en fait de feuilles de personnages. Et il y avait en plus le carton en fait qui entourait, qui vous donnait en fait des idées sur les vêtements que vous portiez. On est quand même dans un univers médiéval, donc il fallait être à peu près, on va dire, en accord avec les codes vestimentaires de l'époque. Alors les premiers suppléments dont je vous parlerai, hormis le livre de base, qui étaient on va dire les suppléments incontournables, la campagne impériale. Voilà, la meilleure campagne, je pense, de Medfan de l'époque, hein, franchement. Tous ceux qui l'ont joué s'en souviennent encore, en parlent encore. Elle est d'ailleurs rééditée, je vous montrerai dans la vidéo sur la 4e édition, les fameuses rééditions en version collector, que je me suis empressé d'acheter tellement elles sont belles et tellement c'était intéressant. Donc, le premier tome, la campagne impériale, qui rassemble en fait 2 tomes, que sont donc Erreur sur la personne. Alors il y avait déjà tout le contexte évidemment de l'Empire qui était détaillé en plus de celui du livre de base. Donc il y avait des précisions supplémentaires, donc en particulier la chronologie, le système politique, etc. Donc on vous expliquait les différentes régions de l'Empire, justement, elles sont là. Les différentes provinces électrices, dont fait partie d'ailleurs le Moutland, mais ils le mettent pas. Ouais, voilà, il y a le comté de Sylvanie aussi. Ouh là là, la Sylvanie, quelle horreur! Quelle horreur. Et donc, après toutes ces descriptions de contexte de l'Empire, donc le premier scénario, Erreur sur la personne, et le deuxième scénario, également très copieux, donc là c'est Les Ombres sur Bogenhafen. Donc voilà, moi quand j'ai rejoué la campagne donc il y a quelques années, je l'ai joué en 3e édition. Il y en a qui vont hurler en disant « Ah, t'as joué avec la campagne avec le système de 3e édition ?» Oui, oui, je l'ai fait. Si, je vous jure, madame. Encarté également, il y avait la carte de Bogenhafen, justement. Voilà. Et de l'autre côté, une carte un peu plus détaillée de la région où on joue au départ de l'Empire. C'est pas tout l'Empire. Non, il n'y a pas tout. Hein. Ouais, non, il n'y a pas tout. Voilà, le Draxwald, ça c'est le nom de la... Mais j'ai toujours pas le nom de la... Ouais, la Lorlorn. Voilà, ça y est, ça me revient. Lorlorn, vous voyez, Lorlorn, Lorelai, Lorient, on était dedans, hein, c'est pour ça que ça me revenait pas. Donc, 2 scénarios incontournables que j'ai joué quand j'ai fait la campagne. Après, le deuxième tome, Mort sur le Reich. Donc là, la première thématique, évidemment, c'est une entrée en matière, sous couvert en fait d'une erreur d'identité, j'en dis pas trop quand même sur la campagne. Les personnages vont être pris en fait dans une aventure, voilà, où l'un des leurs devra se faire passer pour un homme décédé pour essayer de récupérer son héritage. Évidemment, ça va mal tourner, hein, c'est ça la cupidité. Hein. Les Ombres sur Bogenhafen, c'est vraiment là, on va dire, la corruption justement de la ville qui est complètement jouée, où les gens, donc les personnages vont devoir déjouer évidemment les complots de plusieurs personnes qui veulent faire sombrer la ville, évidemment, dans le chaos, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré.
Mort sur le Reich, on change un peu d'optique, où là donc les personnages vont devenir les responsables en fait d'une péniche, qui va en fait ils vont vivre donc des aventures justement sur le fleuve principal de l'Empire, le Reich, c'est l'équivalent du Rhin, évidemment, vous l'aurez reconnu. Et donc, à partir de là, ça va les amener évidemment aussi encore à déjouer des plans machiavéliques de forces qui tentent de faire sombrer l'Empire. Donc là, quand j'ai fait jouer la campagne, j'ai fait jouer le départ, mais les joueurs se sont, on va dire, largement détournés de l'intrigue que je leur proposais pour aller voir ailleurs, parce qu'ils en avaient marre de combattre, on va dire, les forces obscures de l'Empire. Ce qui les intéressait, c'était de faire du pognon. Le pouvoir derrière le trône, un excellent scénario, évidemment, qui se passe dans la ville de Middenheim. Donc là, c'est toute l'intrigue autour, on va dire, du comte donc électeur de Middenheim, donc du Midland. Euh, qui va avec une intrigue politique vraiment très fichue, très bien fichue. Voilà, et avec à chaque fois il proposait des personnages prétirés hein, également pour la campagne. Donc vous voyez, il y avait la première carte justement de Middenheim. Voilà, ça craque. Hein. C'est des suppléments que j'ai énormément, on va dire, respectés. Et donc ils sont encore neufs hein, pour la plupart. Je les ai vraiment pas beaucoup étraînés, ceux-là. Je remercie d'ailleurs celui qui m'avait revendu, on va dire, sa collection. C'était l'un de mes joueurs qui lui avait acheté toute la collection à Warhammer et je l'avais récupéré à l'époque. Je sais même pas d'ailleurs s'il me l'avait pas donné pour que justement je fasse jouer la campagne. Et normalement donc la campagne se clôt, on va dire, sur l'Empire en flammes. Qui donc là, on va dire, vraiment, on touche à l'histoire de l'Empire, on touche à l'histoire de Sigmar, avec le retour, donc, justement, prophétique d'une certaine manière de Sigmar, de son marteau, toute cette histoire, on va dire, autour de Sigmar. Donc là, pareil, bah, j'en suis jamais arrivé là, mais il y en a qui l'ont fait. Il y a d'ailleurs des fans qui trouvaient que la fin de la campagne était assez peu satisfaisante et qui est donc complètement réécrite. Elle est trouvable sur le net gratuitement. Si ça vous intéresse, c'est vraiment énorme hein, le boulot qu'ils ont fait. Je crois que le truc doit faire plus de 200 pages, presque 300. Et c'est un boulot vraiment formidable qu'ils ont fait pour justement refaire cette fin de campagne qui était un peu, on va dire, un peu pas entièrement satisfaisante. La description de Middenheim, un supplément, on va dire, incontournable également pour déjà, on va dire, jouer dans la campagne, pour jouer également dans la ville, qui est vraiment une ville extrêmement intéressante à faire vivre à ces personnages à travers, on va dire, voilà, la description de tous ces quartiers, et pour donc y faire ses propres scénarios. Moi, je sais que c'est une ville. Là, il y a la carte un petit peu plus détaillée, en plus grand format de la ville donc de Middenheim. Donc un supplément pareil, incontournable pour ne pas mourir idiot. Après, il y avait donc une partie de la campagne qui était jouable aussi donc dans une autre contrée un peu plus au nord-est qui est donc Kislev, l'équivalent de la Russie-Ukraine. Et donc c'était une mini-campagne mais qui était intégrable à la campagne impériale. Donc là on avait vraiment voilà, vous avez le plan de Kislev justement, enfin des terres de Kislev. C'était également assez intéressant. Bon, c'est toujours assez classique hein, quand même, mais c'est tellement bien fait. Il y a quand même énormément de PNJ, d'innovation, on va dire, au niveau justement des intrigues et de le développement du background, des motivations des PNJ qui est plutôt bien fait. Et ça, vous le retrouvez dans à peu près tous les scénarios de Warhammer. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à un monde où les gens ont des motivations et ont des motivations humaines aussi bonne que mauvaise d'ailleurs, plutôt mauvaise. Et c'est ça qui donne vraiment l'intérêt à l'ensemble. Alors, Repose sans paix, qui est aussi une campagne complète donc sur le thème évidemment des morts vivants, donc avec un nécromant qui va faire des bêtises comme d'habitude. C'est plutôt intéressant, hein, donc c'est pareil, c'est un grand classique. Vraiment, là sur Warhammer, il y avait énormément de matériel dans la première édition pour pouvoir justement jouer comme on l'entendait. Là après on entre dans les on va dire les suppléments un peu plus récents, donc la fin de la gamme ou pas loin fin de la gamme. Donc une campagne également pour la gloire d'Ulrich, une des dernières à être parue, donc celle-là c'est 95 hein. La gamme Warhammer
est paru jusqu'à fin des années 90 pour les derniers suppléments, qui était le supplément sur les nains. Bah, je reverrai la date quand il va me tomber sous la main, sur la pile. Donc pareil, une campagne évidemment sur Ulrich, qui est donc l'une des divinités aussi en dehors de Sigmar importante de l'Empire, mais qui lui est plus vénéré justement à Middenheim. Grand intérêt également. Alors, un que je n'ai pas, donc il y a 4 tomes, on va dire, qui correspondent à 4 quêtes, entre guillemets, qui sont pas d'un très grand intérêt, qui permettent en fait de récupérer les fragments en fait d'un cristal pour reformer donc le cœur du chaos. Et donc là, il y a le dernier tome. Donc celui-ci est paru en 2002. Ouais, donc il y a eu quand même des suppléments au tout début des années 2000. J'avais même pas souvenir avant on va dire la sortie de la deuxième édition. Donc moi je n'ai acheté que celui-là. Les 4 autres tomes m'ont jamais vraiment. Voilà, c'était des scénarios assez on va dire dungeonesques, assez moyens. Et donc quand on avait rassemblé les différentes parties de cette, c'était 4 ou 5 d'ailleurs. Je n'ai plus souvenir, si vous me direz, à moins que je ne retrouve l'information. Les 4 antiques cristaux, oui c'est bien ça. Donc il y avait évidemment 4 cristaux qui étaient liés à chacun à un élément qu'on récupérait. Par contre le tome final, lui, est très intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que normalement ils ont récupéré les 4 fragments on va dire, du cœur du chaos, eh ben, il y a un final qui est vraiment, lui, par contre, super intéressant à jouer. Voilà. J'en dis pas plus, parce qu'il ne faut pas trop dévoiler. Après, on a donc des suppléments scénarios. Donc, le Seigneur des Liches, qui lui aussi, en fait, c'est une mini-campagne avec plusieurs scénarios à l'intérieur, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il y a dedans... ouais, donc là, c'est pas vraiment... C'est un contexte avec... on va dire c'est une mini campagne également aussi. Celle-là je ne la connais pas trop parce que je ne l'ai pas jouée, mais bon voilà, c'est pareil, c'est très classique par contre. Sombre l'aile de la mort. Donc là pareil, là c'est un recueil de scénarios, là je crois qu'on a vraiment c'est voilà, on a la description donc d'une région, Kreuzhofen. Et plein de petites mini-aventures, c'est des idées de scénarios et un scénario complet, on va dire 2 scénarios complets. Non, un scénario complet qui est, on va dire, développé à partir, on va dire, de ce contexte. Voilà, ça c'est des suppléments que je connais un peu moins, je l'avoue, parce que je les ai pas joués. Château de Rasenfeld, donc là c'est une aventure également, assez classique, mais voilà, il y avait ça à l'époque, il y avait du matos qui nous était proposé. Par contre, celui-là, je le connais un peu plus, puisque je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas fait jouer. L'Agonie du jour, une excellente campagne. Franchement, elle est magnifique. Elle est très inspirante. Donc celle-là, elle est parue en 97. Franchement, c'est voilà, avec vraiment un PNJ extraordinaire. Donc là, c'est voilà, d'ailleurs, voilà sa photo, l'ennemi qui va pourrir la vie des PJ. On a vraiment, donc là, c'est une intrigue qui a lieu justement donc à Marienburg, qui est vraiment une ville super intéressante. Donc c'était dans celui-là, il y avait déjà une description de Marienburg, mais il y a un supplément Marienburg qui est sorti complètement, qui est voilà, c'est une ville marchande, donc qui est vraiment à l'ouest de l'Empire et qui d'ailleurs a sa propre, on va dire, qui est indépendante de l'Empire, qui a réussi à avoir son indépendance. Moi, je sais que mes joueurs ils sont passés pour essayer d'y faire du commerce, ils ont très vite déchanté, parce que c'est une ville horrible, on va dire, pour les entrepreneurs. Ils s'en souviennent encore, je pense, de leur passage et de leur suite. Voilà, l'Agonie du jour, si vraiment vous avez, quelle que soit l'édition, si vous arrivez à la choper, c'est un must-have. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je vous présente là est complètement épuisé, introuvable à un prix décent. Évidemment. Première édition, peut-être que c'est un peu moins cher. Et là, en plus, sur les derniers suppléments qui sont sortis, il y a eu, on va dire, moins d'exemplaires. Et donc, c'est quasiment impossible à retrouver. En bon état, surtout, le livre de base, c'est encore possible de le trouver, mais ça va être très très dur. Elle est toujours jouable, mais elle est extrêmement déséquilibrée, comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est de la deuxième édition, c'est encore pire. Alors là, les prix, voilà, il faut compter entre 50, 60, 75 euros, voire même plus pour chaque supplément. C'est voilà, si vous ne les avez pas achetés à l'époque, franchement, c'est ruinant. Mais je vais vous dire quand même, si vous arrivez à les trouver, lesquels prendre en premier. Donc le premier compagnon. Là, c'est plein d'articles de White Dwarf en fait qui avaient été rassemblés dans un supplément.
Et donc c'est plein de petites choses, quoi, plein de petits ajouts, voilà, qui avaient été rassemblés pour notre plus grand plaisir dans sous cette forme. Il y en avait eu un autre supplément qui rassemblait en fait, alors comment il s'appelait déjà, j'ai plus souvenir, mais qui rassemblait une grosse partie en fait de ces articles qui avaient été revus dans cette édition-là pour former le premier compagnon. Parce que là, voilà, ça date de 92, mais le prix est en euros, donc il a été publié bien après. Ça date de... C'est bizarre, pourquoi le prix est en euros? Si le prix est en euros, c'est que concrètement il date de beaucoup plus que 92. Hein. Faut pas essayer de m'avoir. Ça ne marche pas. Mais ouais, ça doit être une réédition en fait du supplément en question. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi il est daté de 92, puisque les articles, eux, sont très vieux. Mais le supplément lui est paru après dans cette nouvelle version. Et je ne me souviens pas du tout du nom de la première. C'est le Nouvel Apocryphe, je crois, il s'appelait. Et donc, il y avait, on va dire, ce supplément, donc le premier compagnon, qui lui est paru après, qui reprenait la majeure partie des articles, et qu'en rajoutait d'autres, mais très très peu en fait. Il y en avait peut-être un quart qui était nouveau. Si mes souvenirs sont bons. Alors, les derniers suppléments de la gamme, donc celui-là c'est 2003, sur les nains, pierre et acier, un supplément donc voilà, pour tout savoir sur les nains. À ce jour, ça reste le supplément, je pense, le plus complet sur le sujet. Voilà, donc si vous arrivez à le trouver, celui-là à mon avis c'est peine perdue. Franchement, de le trouver en tout cas en bon état et à un prix décent. Pareil pour celui-ci, les Royaumes de Sorcellerie, donc lui paru en 2002. C'est pas parmi les derniers. Hein. En fait, je crois que Cœur du Chaos que je vous ai montré, ça doit être probablement le dernier supplément qui est paru pour la gamme, donc au début des années 2000, avant que Descartes ne ferme ses portes et que ça soit fini, et qu'ils perdent la licence. Donc voilà, tout sur on va dire l'explication de la magie, des nouveaux sorts. C'était pléthore, hein, là, franchement, il y en a 270 pages. C'était, voilà, allez, pour l'époque, c'était extrêmement exhaustif. Il faut quand même le reconnaître. Et un des suppléments que je trouve moi excellent de cette édition, Marienburg. Avec ça, vous avez de quoi faire jouer pendant des années à Warhammer. Voilà, un supplément qui était encore en francs, paru en 2000, 199 francs. La ville, en fait, je pense, en dehors de Middenheim, dans laquelle on a envie de jouer. Je vais vous montrer également. Il y avait une carte qui était encartée à l'intérieur du supplément. Voilà, la carte de Marienburg. Voilà, qui est donc en fait une sorte de... C'est un mélange en fait entre Venise du Nord et Hambourg, d'une certaine manière. Avec évidemment une particularité en termes de, on va dire, de politique, puisque donc c'est comme je le disais, c'était une ville indépendante et c'était vraiment une ville très intéressante pour le MJ, pour faire souffrir ses joueurs. Rien qu'avec le système économique de la ville, vous pouviez vraiment leur faire des tours pendables de la pire espèce et vraiment les dégoûter à vie de vouloir faire du commerce ou alors de devenir vraiment des voleurs qui, même en étant des voleurs d'ailleurs, ils finissaient par avoir des problèmes. Alors, j'en parle quand même un petit peu pour la première édition. Il y avait eu en France des fans inconditionnels de Warhammer, le Grimoire, qui avait fait paraître énormément de suppléments divers et variés sur plein de thèmes. Et je vais vous en présenter quelques-uns, ceux que j'ai en tout cas, et que j'ai réussi à trouver à l'époque. Donc le manuel du joueur qui donnait donc des carrières optionnelles supplémentaires, des carrières avancées, qui donnait pas mal de choses. Voilà, mais c'était complètement fan-made. Bon, pareil, ces suppléments pour les trouver, c'est même plus la peine hein, d'y réfléchir, fallait les acheter à l'époque. Hein. Et c'est là-dedans justement qu'il y avait la description des fameux dieux de l'ordre, hein, justement. Donc Arianka, déesse de la loi et de la discipline. Voilà, avec l'un de ses représentants. Ouh là là, Illuminas, le dieu de la lumière. Voilà, c'était décrit là-dedans. Et donc, j'ai oublié du coup Solkan, voilà, le dieu de la vengeance. C'était quand même pas beau ça. Voilà, et donc plein de matériel optionnel pour enrichir votre Warhammer, parce qu'il n'y avait pas eu énormément de suppléments de règles. Hein. Donc là, ils s'étaient donné à cœur joie. Ils avaient fait même la même chose pour la magie à l'époque.
Pareil avec des précisions sur, on va dire, voilà, des nouveaux sorts classés évidemment par catégorie, des sorts démoniaques également. Il y avait aussi la possibilité de jouer un démonologiste, hein, évidemment, même si c'était pas beau, c'était une spécialité qui était vraiment pas belle. Hein. Un supplément extraordinairement intéressant, le Mootland. Voilà, donc la description du moot avec tous les secrets du moot, voilà, quelques petits suppléments de règles, mais c'est surtout le contexte qui était très intéressant. Et donc, évidemment, voilà, on en apprenait un peu plus. Il y avait des recettes de Hobbit, évidemment, aussi dedans. Voilà, et il y a vraiment des vraies recettes. Hein. Voilà. Donc, les omelettes vertes, les eaux de fraises des bois, la tarte à l'oignon, le nougat noir, le limaçon, le faisan épan, le canard rôti à la sauce dite d'Odine. Voilà. Non, il y avait vraiment des. On se sentait chez les Hobbits là, avec les différentes. Les différents éléments, dont en particulier ces recettes. Voilà. Un supplément très intéressant, mais si vous arrivez à le trouver, franchement, je vous tire mon chapeau. Parce que même moi, j'ai eu du bol de l'avoir. Voilà, ils avaient fait paraître également un supplément sur l'île des libres des pirates, Sartosa. Pareil, il y a de la matière. Là, c'est un supplément qui doit faire combien de pages. Oui, en plus, c'est un supplément tête bêche, hein, parce qu'il y a donc le supplément là d'un côté, et il y a également les règles optionnelles qui sont de l'autre côté. Voilà. Le grimoire, hein, d'ailleurs, la structure du grimoire existe toujours, hein, ils éditent encore des jeux de rôle. Et voilà, ils le font bien. Et donc, ils avaient commencé justement en faisant ces fameux fanzines de Warhammer, qui sont, on va dire, qui restent des must-have. Et le dernier en question, le grimoire du chaos. Donc là, vous avez des précisions en fait sur les terres du chaos, sur les différents endroits, on va dire, où le chaos s'étend. Voilà. Donc en dehors des suppléments, c'est vrai que j'ai oublié de les montrer, qui permettaient, qui étaient utilisables pour la V1. Je vais aller les chercher parce que quand même ils méritent d'être montrés. Où sont-ils? Je les retrouve assez rapidement. Voilà, les suppléments Royaume du Chaos. Alors, ils avaient eu la bonne idée. J'avais oublié de les sortir, mais je les range avec le jeu de figurines. Ils avaient fait paraître également pour la première édition. Cela n'existe qu'en VO. Voilà, ceux-là, je pense que ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Donc, Royaume du Chaos, où donc on avait en 2 tomes les 4 dieux du chaos qui étaient décrits dans toute leur splendeur. Donc voilà, là, il y a Nurgle par exemple. Là, ça doit être Korn. Donc, en 2 suppléments, où il y avait les caracs pour évidemment le jeu de figurines à l'époque, Warhammer Battle, mais il y avait aussi les caracs pour le jeu de rôle Warhammer. Donc c'est vraiment des suppléments pareils, difficilement trouvables en bon état. Donc vous voyez d'ailleurs que même dans ce royaume du chaos, il y a aussi la description justement des... Parce que c'était aussi utilisable pour Warhammer 40 000 à l'époque, enfin Rock Trader, parce qu'à l'époque ça s'appelait Rock Trader, sous-titré Warhammer 40 000. Voilà, avec évidemment les illustrations de l'époque, là c'était les bannières, donc ça vous donnait, on va dire, les tonalités de couleurs voilà, pour peindre vos figurines. Voilà, les figurines à l'époque, hein, on a bien évolué quand même. C'était pas du plus bel effet. Faut quand même le reconnaître, c'était un peu criard. Mais bon, on est passé par là et maintenant on a fait énormément de progrès au niveau des techniques de peinture, des figurines en elles-mêmes, de la sculpture. Ça se voit bien hein, quand on voit ça. Donc on avait tout cela. Et le deuxième tome qui était encore plus gros, qui lui donc décrivait, je crois que c'était Nurgle et Tzeentch, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'était sur Nurgle et Tzeentch. Voilà, il y avait donc tout ce qui était nécessaire en fait, voilà, pour voilà, faire ces listes d'armées à Warhammer Battle ou 40 000, les résumés des séquences de tours pour le jeu, c'était vraiment très utile, mais également c'était utilisable pour le jeu de rôle. Il y avait énormément d'informations, c'est parce qu'il y avait voilà, certes il y avait de la technique, mais c'était directement utilisable par tout MJ qui se respecte. Alors après pour la première édition, j'ai 2 dernières petites choses à vous montrer. C'est des suppléments qui étaient parus, on va dire pour la, enfin c'est même pas pour la première édition, cela c'est même plus pour la deuxième. Je vais les réserver pour la deuxième.
Donc justement, la deuxième édition, alors, qui elle est parue, alors j'avais vérifié la date en 2005, donc voilà, dernier supplément Cœur du Chaos en 2004, et donc on avait la deuxième édition qui est parue en 2005. Donc au départ c'était Darwin Project qui avait la chose, donc d'ailleurs il y a une édition qui existe, un Darwin Project, je l'avais, mais je l'ai cédé, parce que moi je l'ai acheté évidemment Warhammer quand il est sorti, la deuxième édition, en 2005. Et je l'ai traîné jusqu'à plus soif pendant au moins 2 ans. Et après, c'est la Bibliothèque Interdite qui était donc les traducteurs de la. Et qui sont encore les traducteurs normalement des romans de Warhammer qui ont repris en fait la gamme du jeu de rôle à l'époque. Voilà. Et je crois que Bibliothèque Interdite, est-ce qu'ils existent encore? Je ne sais plus. Là, franchement, j'avoue, j'ai un trou de mémoire. Et s'ils n'existent pas, de toute façon, ils existent sous une nouvelle appellation pour faire la même chose, c'est-à-dire traduire les romans Warhammer en français, si je ne m'abuse. Donc, toujours Games Workshop, mais on va dire avec l'aide d'autres firmes qui s'en occupent, un peu comme aujourd'hui avec la quatrième édition, où donc c'est... comment il s'appelle déjà? Bah, ça me reviendra quand je vous montrerai la quatrième édition dans la deuxième vidéo. Donc là on passe là, le livre est plus petit, mais il est complet quand même, et il est tout en couleur, il est magnifique avec de très très belles illustrations. Donc voilà, là c'est pour vous montrer à quoi ça ressemblait avec les tableaux. Voilà, les fameuses carrières. Donc on est sur le même système de jeu, mais rééquilibré. Sachant que voilà, dans la première édition, vraiment la seule grosse différence, c'est qu'on utilisait un D6 pour les dégâts. Là, dans celui-là, on utilise un D10 open. Donc on pouvait faire ce qu'on appelle des fureurs de Sigmar. Ou carrément, pour d'autres, c'était plus, on va dire, la fureur de Khorne, plus que la fureur de Sigmar. Et donc vraiment faire énormément de dégâts. Tout a été rééquilibré, en particulier les différentes races. Donc surtout les elfes, les nains, les halflings. Bon, les halflings, ça va, ça restait pas trop déséquilibré, mais les elfes vraiment étaient très déséquilibrés. Ils restent encore très puissants dans la deuxième édition, faut pas se leurrer. Ça reste des elfes. Et je pense de toute façon que tout MJ avec une santé mentale voilà, équilibrée, essayer d'éviter qu'il y ait des elfes à sa table. Donc on avait quand même encore des vieux Roland de Wargame. Même là, il mettait des gabarits d'explosion. Et donc voilà, c'était pour vous montrer la feuille de personnage en couleur. Ah là là, c'est dur. Voilà, on avait la même chose, hein. Sauf que là, donc, il y avait juste l'initiative qui était en fait qui était représentée par un autre mince. C'était l'agilité, oui, divisé par 10 je crois, qui permettait de déterminer, ou l'agilité tout court, qui permettait de déterminer l'initiative. Donc ils avaient supprimé en fait la, la caractéristique d'initiative par rapport à la première édition. Mais on retrouve toujours donc la capacité de combat, la capacité de tir, la force, l'endurance, l'agilité, l'intelligence, la force mentale, la sociabilité. Donc ils ont supprimé donc le calme. Donc c'est vrai que j'avais oublié, mais il y a l'attribut de magie qui lui va donc de 1 je crois à 4 grand maximum, puisque les règles de magie changent dans la deuxième édition. Il y a donc les points de folie et les points de destin. C'est vrai que j'avais oublié, mais il y a des points de destin évidemment qui permettent d'éviter la mort au niveau de vos personnages, ce qui est plutôt pas mal, mais il y a toujours donc le nombre de blessures, le nombre d'attaques. Et donc chaque caractéristique donne un bonus, hein, évidemment, bonus de force et bonus d'endurance, qui est la dizaine en fait de votre caractéristique comment qui est donc le bonus que vous ajoutez en fait à votre aux dégâts. Voilà, ou pour encaisser on va dire ah ma mince, je vais pas arriver à trouver mes mots. C'est donc le bonus, voilà, c'est ça, que vous ajoutez aux dégâts pour le bonus de force, et le bonus que vous ajoutez pour encaisser les dégâts pour le bonus d'endurance. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc, qui normalement est égal à la dizaine, hein, si mes souvenirs sont bons. Ils avaient tout réunifié. Mais ça fait longtemps, hein. Là j'avoue qu'il y a certaines choses dont je ne suis plus. Oui, ils sont bien exprimés en pourcentage cette fois-ci, alors que c'était pas le cas dans la première édition. Voilà. Et là, on va dire, il y a bien différence bonus de force, bonus d'endurance. Donc, on a
toutes les carrières qui sont revues et corrigées, évidemment, comme les races également, mais on est vraiment sur le même système. Euh, voilà, avec toujours ses coups critiques. Par contre, c'est donc le système de magie qui lui change plus radicalement, c'est-à-dire que maintenant le sorcier va jeter en fait pour réaliser ses sorts des D10, enfin souvent 1, 2, 3 D10, et le but évidemment c'est qu'il fasse le plus possible pour réussir, on va dire, à battre la difficulté pour réussir son sort. Mais si jamais par exemple il fait des, euh, des doubles ou des triples, il va déclencher sur des tables donc des échos mineurs du chaos jusqu'à on va dire faire des trucs abominables. Voilà, donc la magie, donc c'est ça. Donc il rassemble les vents de magie et il essaye de battre la difficulté donc, du sort. Donc, voilà, il y a une difficulté qui va donc de 3 pour les sorts les plus communs jusqu'à beaucoup plus. J'en vois là 6, magie mineure. Ouais, il y a des sorts quand même qui sont de difficulté voilà, jusqu'à 25 d'après ce que je vois. Voilà, donc en fait on jette ces D10 et on essaie surtout pas de faire des doubles, sinon c'est la misère. Alors, je range ça petit à petit. Donc ça c'était pour le bouquin de base, donc comme je vous dis tout couleur, très très beau. Y a du lourd. Alors après, il y avait donc un kit du meneur de jeu. Alors il y a un kit du joueur aussi qui existait, que je n'ai jamais acheté parce que je trouvais qu'il n'était pas très très utile. De nos jours, il est extrêmement dur à trouver, mais bon, il est du même type que celui de la première édition. C'était pour vraiment donner des feuilles de personnages et des précisions. Donc l'écran en question est plutôt pas mal. Celui-là, il est un peu plus vécu. Le voici. Voilà. Il est beaucoup plus immersif, certes. Donc voilà, on a Gotrek et Félix de l'autre côté, pardon, ici. Et après une illustration, on va dire, de ce qui peut un peu se passer. Donc, et dans le kit du meneur de jeu, on avait également un scénario avec des personnages pré-tirés, qui était plutôt pas mal. Donc, qui s'appelle le scénario Les Jolies Choses. Qui sont pas très très belles en fait. Voilà. Mais on avait voilà, des personnages pré-tirés et comme d'habitude, ils avaient le loisir également de nous. Il y avait une aide de jeu sur les bâtiments du vieux monde. Donc on avait voilà, un relais de diligence, un temple, une écluse, un village typique. C'était extrêmement bien fichu. Hein. Là sur ce point, c'est que de l'utile pour le maître du jeu. Et c'était à saluer. Alors je range cet écran qui était en plus dans un format complètement n'importe nawak, donc arrangé, c'est extrêmement pénible. On peut pas le ranger facilement, on va dire, parce que sinon ça dépasse largement de vos étagères. Comme dirait l'autre, ça dépend, ça dépasse. Et je vais pas réussir à le ranger. Alors après, la pile de suppléments, et il y en a pour la deuxième édition. Alors attention, on commence. Donc Caracasgal, voilà, supplément donc sur c'est en fait le supplément Moria, je dirais si je suis mauvaise langue, pour Warhammer 2ème édition. Donc c'est la description d'une cité d'un souterrain nain qui est propice, on va dire, à faire des quêtes et des aventures. Donc voilà, le plan de cette chose. Je l'ai jamais utilisé. Hein. C'est vraiment si vous voulez faire du dungeon crawling dans une vieille cité naine qui est évidemment qui a une histoire. Hein. Il y a quand même tout est très très bien fichu. Hein. Donc c'est un scénario entre guillemets scénario dungeon crawl. Mais avec un background sérieux où on en prend beaucoup plus, on va dire, quand même sur les communautés naines, etc. Voilà. Et c'est très modulable hein, parce qu'on peut faire jouer plein d'intrigues différentes en fait avec la même chose. Mais moi j'avoue, je ne le connais pas plus que ça, je n'ai jamais joué. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs, il y a un supplément qui doit pas être à sa place. Où est-il Où est-ce que je l'ai mis Il est où ce... C'est pas grave, je vais le retrouver dans la pile petit à petit. Probablement. Donc le duché des damnés. Voilà. Donc description du Moussillon, qui est
une province, on va dire, qui est frontalière en fait avec l'Empire, si mes souvenirs sont bons, de Bretonie, où c'est tout pourri. Donc voilà, d'où le duché des damnés. C'est une aventure, mais c'est intéressant si vous voulez jouer dans ce contexte. Moi, je l'ai pas joué celui-là, je le connais pas plus que cela, mais je pense qu'il y a de quoi faire. C'est pas dans les suppléments les plus recherchés, en tout cas, il est plus cher. Terreur à Talabheim, donc celui-ci c'est une aventure également, donc dans le Talabheim justement qui est une des provinces de l'Empire. Là on est plus dans un contexte rural, un contexte voilà, nature, un petit village, etc. Mais bon c'est pareil une aventure. Alors c'est là pareil, je ne la connais pas car je ne l'ai pas fait jouer. Il y avait énormément de choses à faire jouer dans la deuxième édition et j'ai pas eu le temps on va dire de tout écluser parce que voilà la pile là vous la voyez pas mais elle est assez énorme. Un supplément extrêmement intéressant, les héritiers Sigmar, où là donc on a la description en fait de toutes les provinces de l'Empire de manière détaillée avec on va dire voilà les provinces, les différentes provinces, tous les petits villages. Donc si vous voulez vraiment faire jouer les voyages dans l'Empire, c'est extrêmement intéressant parce que là vous avez tout en fait. Voilà, vous voyez, vous avez la carte par exemple de Bogenhafen. Il y a vraiment, pourtant le supplément n'est pas énormément, est pas extrêmement gros. Hein, il doit faire donc 130 pages, mais il est extrêmement dense. Avec plein d'idées d'aventure en fonction de l'endroit où vous voulez. Et donc voilà, ça complète en fait sur l'Empire. Donc celui-là, il est incontournable de mon point de vue. Un qui est intéressant mais dispensable, les royaumes renégats, où donc là en fait c'est sur les principautés frontalières, donc il y a en fait tout un chapelet en fait au niveau des frontières de l'Empire qui est on va dire entouré par des montagnes, des principautés frontalières, et donc là on peut jouer en mode plus campagne où on défend en fait les frontières de l'Empire contre les incursions d'orques, contre on va dire les voisins un peu pénibles genre bretoniens, même si bon ils viennent pas ils ont leurs propres problèmes à gérer, leur chat à fouetter comme dirait l'autre. Donc c'est pas le supplément le plus indispensable de l'univers. Moi je sais que voilà je l'ai pas j'ai utilisé un peu le contexte, mais ça reste très générique en fait. Ça permet c'est pas les principautés en elles-mêmes, ça permet de créer sa principauté en fait et de gérer sa principauté frontalière, son royaume frontalier. Voilà. Mais il n'y a pas de description, on va dire, gravée dans le marbre. C'est modulable. Ah, voilà. Le Seigneur des Liches, le retour. Donc, il existait dans la première édition, il existe dans la deuxième aussi. Le revoilà. Il a été revu et corrigé, évidemment, mais il est très inspiré, évidemment, de sa version première édition. Donc, là, c'est si vous aimez les liches, si vous aimez, on va dire, les morts vivants, etc., etc. Ça vous emmène vraiment je crois qu'il vous emmène c'est dans les principautés frontalières justement. Donc c'est pour ça qu'il était avec l'autre. C'est parce que justement les deux vont ensemble et permettent sont complémentaires. Alors, j'avais bien rangé quand même. Je m'envoie des fleurs à moi-même. Les Chevaliers du Graal, donc là c'est si vous voulez jouer en Bretonie, spécifiquement. Le supplément est pas extrêmement gros, mais il est suffisamment complet pour que vous puissiez donc y trouver votre compte. Il y a un scénario aussi, donc l'anguille sous roche, visiblement. Description donc du système de chevalerie, des carrières spécifiques à la Bretonie et de la Bretonie elle-même, avec les différentes villes, les duchés justement, et comtés. Voilà, avec le vitrail de la Dame du Graal. Parce que je vais arriver à retrouver aussi une illustration que je me souviens qui était extrêmement jolie sur le Chevalier de Sinople. Donc voilà, la carte de la Bretonie. Notre beau pays vu par des Anglois, comme je peux vous dire, c'est pas très on va dire encourageant, voire même on va dire reluisant, mais ça peut vraiment vous faire sortir de l'Empire. Et voilà, il est là le chevalier de Sinople, il est beau, oh qu'il est beau, le beau chevalier, et donc ça vous permet comme je disais de sortir de l'Empire et justement de voir un peu autre chose que ce que vous avez vu d'habitude, parce que l'Empire c'est vraiment une manière de jouer le jeu qui est très spécifique,
On peut y jouer quand même pendant très très longtemps, hein. Mais bon, ça tourne toujours autour, voilà, de ces mêmes thématiques de corruption, voilà, Sigmar contre le chaos, etc. Avec un système quand même politique à la fois assez pesant, mais aussi extrêmement lourd et corrompu, qui se délite, on va dire, alors que là, on est à plus à faire aux vertus chevaleresques qui s'opposent justement à la corruption et au chaos. On est dans une thématique un peu différente. La Reine des Glaces, qui est donc, c'est la réédition de Kislev, hein, tout simplement. Donc là, pareil, normalement, il y a des scénarios. Oui, une mini-aventure qui vous permettra donc de lancer votre première campagne à Kislev, justement. Et la description, évidemment, de tout, le royaume, enfin le pays de Kislev. Très intéressant, mais pour vraiment jouer dans une ambiance sauvage, extrêmement voilà, tournée, on va dire, à la russe, quoi, voilà, à la dure, avec plus les contraintes du climat, avec toujours cette thématique de la corruption. Un supplément que j'aime beaucoup, haha, les fils du racornu. Donc là, tout sur les Skaven, qui n'existe pas. Donc là, y a vraiment une pléthore de matos. C'est très très intéressant. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans ma campagne. Voilà, j'adore les Skaven, hein. Franchement, c'est une excellente idée qui ressort de Warhammer. Voilà, moi, à Mordheim, je joue des Skaven. À Blood Bowl, je joue des Skaven. Euh, Là, quand je suis MJ, j'aime bien faire jouer des Skaven en tant que PNJ. Et vraiment, le supplément est super intéressant. Il y en a un autre, évidemment, dans la même veine, les maîtres de la nuit. Donc là, c'est tout sur les vampires de Sylvanie, que j'aime beaucoup aussi. Les vampires, pareil, dans Warhammer, sont très très bien traités, je trouve. Voilà, avec en encart la carte justement des emplacements. Bon, ils sont pas qu'en Sylvanie, hein, voilà. Et donc il y a tout, voilà, avec les règles même pour créer comment dire des chasseurs de vampires. Évidemment, y a des différentes carrières qui permettent justement de créer en fait des chasseurs de vampires. Il y a des choses un petit peu plus d'autres choses qui sont un peu plus diversifiées qui sont proposées dans le supplément. Mais on peut également jouer un vampire. Oh là là, là. Et oui, ils en donnaient la possibilité. Mais un vampire avec on va dire un code de chevalerie, avec un code très précis. Le supplément est super sympa, quoi. Franchement, j'en ai d'excellents souvenirs aussi. Je l'ai beaucoup joué. Voilà, l'histoire des vampires, des 4 lignées vampiriques, si mes souvenirs sont bons. Les von Karstein, les Striges, tout ça me rappelle des souvenirs. Oh là là, c'est terrible. Le compagnon, alors c'est l'équivalent un petit peu justement du compagnon de la première édition, donc avec plein de choses, énormément en fait ouais, d'articles entre guillemets, c'est vraiment présenté comme des petits articles. Voilà, par exemple celui sur les signes astro. Et l'astroscopie qui était très très intéressant, je trouve, parce qu'en fait on déterminait le signe astral dans les règles de base et on savait pas trop à quoi ça correspondait. C'était là-dedans que c'était, et ça permettait, on va dire, d'avoir un petit peu de définir un petit peu le background, la destinée du personnage. Et plein d'autres choses, hein, évidemment, des nouvelles choses dans le bestiaire, des belles saloperies, comme il en existe beaucoup. Voilà, des descriptions d'une ville, donc il y a Tobaro, il y avait vraiment, on va dire, plein de choses en fait. C'est un agrégat, si je puis dire, de plein de petits articles très intéressants. Voilà, et les fameux carnavals du vieux monde, voilà, où on peut vraiment faire des choses très intéressantes sur le terme justement des cirques itinérants, des carnavals, c'est plutôt intéressant, dont en particulier ceux qui sont corrompus par le chaos. Ceux qui jouent à Mordheim me comprendront. Après on arrive dans les gros tomes, on va dire de règles qui eux valent une fortune, sont assez recherchés. Donc tome de la rédemption, donc là vous avez tout sur, on va dire, les pratiquants, on va dire, de la prêtrise, la vie de prêtre, les fêtes religieuses, les dieux, les cultes populaires du vieux monde, etc., etc. Donc avec la description de tout le panthéon, parce que évidemment le saint patron est dieu de l'empire, c'est Sigmar, mais il y a plein d'autres dieux, hein, évidemment. Il y a les dieux de la nature, les divinités, on va dire alphines, voilà, c'est la bouffe, hein, évidemment. Il y a des divinités évidemment aussi de la justice comme Verena, bon, j'en cite, mais il y en a plein en fait d'autres divinités à part Sigmar. Donc il y avait Ulrich, hein, dont je vous parlais justement pour Middenheim.
Donc tout ça c'est décrit là-dedans c'est voilà, c'est des règles supplémentaires évidemment pour jouer des prêtres, etc. On a son pendant évidemment avec le tome de la corruption où là les deux royaumes du chaos que je vous ai montré pour la première édition, c'est refait là-dedans. Pareil, un supplément extrêmement recherché où donc voilà, il y a la description de la Norska, des désolations du chaos, tout ce qui est bête du chaos et grosses saloperies, les instruments du chaos, les cultes divers et variés. Donc il y a plein de cultes évidemment qu'on retrouve dans la campagne impériale. Hein. C'est développé dans cette optique. Voilà, et donc les effets du chaos avec évidemment les terribles tables de mutation en fonction de votre niveau de corruption au chaos, voilà, et donc l'histoire un petit peu du chaos avec les 4 dieux du chaos dont je vous ai parlé, voilà, avec leurs symboles, donc le tome de la corruption, tout sur le chaos en un seul tome, donc il fait quand même celui-là, il est gros, hein. Il fait ouais, 280 pages quand même. Les Royaumes de Sorcellerie, la version deuxième édition du tome que je vous ai montré pour la première. Donc là, pareil, tout sur la magie, tout sur les vents de magie, sur voilà, les outils magiques, la bibliothèque magique, donc avec les sorts, les collèges impériaux aussi, la description de tous les collèges impériaux, puisqu'il y a donc 8 collèges, puisqu'il y a 8 vents de magie, si mes souvenirs sont bons, bah oui, 8 vents correspondent aux 8 directions cardinales en fait. Donc tout est décrit là-dedans, donc il y a aussi bien du BG que on va dire de la technique. C'est vraiment voilà, avec des illustrations quand même plutôt bien fichues comme d'habitude. Les illustrations c'était vraiment pas mal. Hein, faut dire Warhammer, c'est un style particulier au niveau des illustrations, mais c'était jamais, on va dire, jamais inintéressant. Et là en plus c'était en couleur. Et donc il y a un scénario à la fin, d'après ce que je vois, je ne me souvenais plus qu'il y avait un scénario à la fin qui s'appelle Une fin brutale. Oui, c'est cela. Voilà, oui, une fin brutale. Une aventure pour Warhammer. Donc, parce que je me souviens pas qu'il y avait des scénarios dans ceux que je vous ai présentés là. L'Arsenal du Vieux Monde. Alors oui, ça c'était... Autant la deuxième édition était extrêmement rééquilibrée, autant c'était un peu la foire à la saucisse en ce qui concernait l'équipement. C'est ce qui permettait en fait aux personnages de devenir vraiment vraiment très puissants. C'était d'avoir de l'équipement de qualité. Donc il y a un système évidemment pour la qualité de l'équipement. Et s'ils avaient de l'argent, ça poussait en fait les joueurs d'une certaine manière à se suréquiper avec de l'équipement d'excellente qualité. Et on pouvait faire vraiment des choses abominables. C'était un peu, on va dire, l'écueil que moi j'avais à souligner pour la deuxième édition. Autant dans la première, c'était très déséquilibré au niveau du système de jeu, au niveau des certaines carrières et de certaines races. Autant la deuxième édition, c'est surtout l'équipement qui, je pense moi, déséquilibre très très largement le jeu. Donc, si vous jouez à la deuxième édition, méfiez-vous. Le bestiaire du vieux monde, le voici. Voilà, donc là, on a toute la description de tous les monstres divers et variés de la gamme Warhammer. Donc reprise évidemment de tout ce que on peut voir comme cochonnerie sur les tables de jeu en tant que figurine dans vos armées préférées. Et là, évidemment, en tant qu'adversaire dans vos... Voilà, avec le vampire. Le voilà, le vampire. Donc on a quand même pas mal... voilà, avec à chaque fois en plus des petits articles en fait... immersif pour évidemment présenter la créature du point de vue en fait de gens qui les ont observés, les pauvres. Voilà, les dryades, on sait à quel point les armées, on va dire d'elfes sylvains, c'était complètement cheaté à Warhammer, je sais plus quelle édition. Parce que moi j'invoque ma forêt, je me déplace avec ma forêt. Ah ben voilà, je t'embusque. Comment ça se fait qu'il y a une forêt sur le champ de bataille? On était en plaine, je ne comprends pas. Et donc voilà, c'était n'importe quoi. Je me souviens de ces tactiques-là, ça faisait quand même voilà, une jolie licorne aussi. Et il y a des licornes quand même, il y a un peu de pureté dans ce monde tout dégoûtant, tout corrompu. Donc voilà, c'est le bestiaire en question. Il n'est pas extrêmement gros hein, au niveau de la pagination. Il ne fait que ouais, 125 pages. La crypte des secrets, c'est celui-là que je cherchais. Il était pas rangé à l'endroit où je le pensais. Voilà, qui est le premier supplément en fait de scénario qui était paru. Donc vous voyez là, il est
bel et bien sous le logo de Darwin Project, à l'époque où donc, ils avaient la licence. Donc il n'y a que en fait le livre de base et la crypte des secrets qui est sorti sous le logo de Darwin Project, avant que ce soit la bibliothèque interdite qui reprenne tout. Donc là-dedans, bah, les scénarios, je les connais par cœur puisque je les ai fait jouer. C'est ceux qui m'ont permis de faire jouer ma campagne. Et j'ai dégoûté, comment dire, mes joueurs grâce à, on va dire, à ces scénarios. Donc il y avait le scénario Les Raisins de la Colère, qui est un scénario qui existait déjà dans la première édition et qui était intégrable justement dans la, dans l'édition, on va dire, dans la campagne impériale. C'est ça que je voulais dire. Un scénario qui m'a laissé évidemment énormément de souvenirs, L'heure des contes, qui est excellent. Donc voilà, vraiment une histoire abominable. Mais le pire du pire, c'est Le Boucher connaît la musique. Où là, franchement, c'est une aventure à vous dégoûter, comment dire, de manger de la viande. Vraiment. Moi, je sais que les joueurs à qui je l'ai fait jouer, un de mes joueurs m'en parle encore. Il m'a dit qu'il n'a pas pu manger de saucisses pendant plusieurs mois. Et voilà, j'en dis pas plus. Il se reconnaîtra. La Maison de l'Horreur, qui est un très très bon petit huis clos aussi, très intéressant à jouer. Et le premier que j'avais joué, c'était Pour l'amour ou l'argent. Qui est vraiment un scénar aussi pareil, bah, c'est le premier que j'ai fait jouer pour la première édition, pour la deuxième édition pardon. Donc un supplément très très bon, hein, franchement, des 4 scénarios qui vous sont proposés. 1, 2, 3, ah oui, il y a une nuit agitée aux 3 plumes aussi, qui lui peut s'intercaler en fait pendant un moment de voyage. Donc ça fait 6 scénarios, pardon. Donc moi sur les 6, j'en ai fait jouer donc 1, 2, 3 sur le tas, et qui m'ont laissé d'excellents souvenirs. Donc un supplément vraiment très intéressant. Si vous arrivez à le retrouver, c'est pas le plus difficile à trouver, celui-là est pas trop cher. Si vous voulez avoir des scénarios qui tiennent la route pour commencer, commencer à jouer à Warhammer, quelle que soit l'édition. Hein, parce qu'au niveau travail technique, vous n'aurez pas énormément de choses à faire. Et enfin, je vais presque terminer en vous parlant de la trilogie, comment dire, des Voix de la Damnation. Donc une campagne, je ne me souviens plus si je les ai fait jouer. Je crois que j'ai peut-être fait jouer le tome 1, mais j'ai pas fait jouer le tome 2. Enfin, j'ai fait jouer le tome 1, mais à ma sauce. Oui, c'est ça. En fait, j'ai utilisé le contexte en fait du tome 1, qui est donc justement qui se passe à Middenheim. Mais non, j'ai pas fait jouer la campagne. Mais comme c'était à la fois un supplément scénario et contexte, c'était extrêmement intéressant quand même de les avoir, puisque là on avait donc la version deuxième édition de Middenheim. C'est celle moi que j'ai utilisée, hein, même si la version de la première édition est tout aussi intéressante. Et d'ailleurs va y avoir, et c'est déjà sorti je crois d'ailleurs, la version pour la quatrième édition de la cité de Middenheim. Voilà, donc vous avez la description de toute la ville qui nous ravit. Qui est vraiment très très utile, pareil. Si celui-là vous arrivez à le retrouver, je vous le conseille. C'est pas les plus chers, comment dire, de la gamme, hein, comme c'est des scénarios, mais il y a la description de Middenheim qui en fait tout l'intérêt. Et vous avez la même chose au niveau de la campagne, puisque donc c'est 3 tomes qui sont liés, une campagne en 3 tomes liés. La description d'Aldorf, pareil, incontournable si vous voulez avoir tous les détails sur la capitale de l'Empire, hein, avec voilà sa carte, voilà, la carte d'Aldorf sur le Reich. Et la même chose avec Nuln, voilà, avec son école d'artillerie, qui est très très connue, qui est donc également un point incontournable. Nuln, c'est pareil, ça fait partie des lieux où quand on joue à Warhammer, voilà, on connaît Middenheim, on connaît Nuln, on connaît Aldorf et on connaît aussi Marienburg. Même à Marienburg, on s'en barre très rapidement. Voilà. Donc ça, c'était pour la campagne. Donc je dévoile pas l'intrigue. En plus, j'ai pas souvenir. Ça fait quand même pas loin de 16 ans, 16 ou 17 ans que je les ai lus. Donc après, il y avait eu également dans la gamme. Là, on était vraiment dans la transition sur la fin de la gamme. Il existe en français en 2 tomes, si mes souvenirs sont bons. Donc Un millier de trônes. Il était en un seul tome en VO. Donc moi, je l'ai acheté en VO parce que je l'ai pas retrouvé en français. Les derniers suppléments de la gamme étaient très très durs à trouver en fait en VF et en VO aussi d'ailleurs. Donc une excellente campagne qui est comme ça, hein, franchement. Là, il y en a pour. Alors c'est vrai, je l'ai pas encore fait de jouer, mais peut-être que je la ferai de jouer un jour parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est une bonne alternative
comparé, on va dire, à la campagne impériale. On est un peu, on va dire, quand même dans cette optique-là de grande campagne épique. Et là, en plus, elle est vraiment très épique. Et donc, une campagne qui fait quand même 260 pages. Voilà, en tout cas en VO. Et donc en VF, 2 tomes. Et c'est dur à trouver les 2 tomes, justement. Et il y avait également plein de suppléments qui n'avaient pas été traduits. Donc en particulier celui-ci, Shade of Empire. Il y avait un supplément énorme aussi sur les carrières, qui était en fait la compilation de toutes les carrières de tous les suppléments, qui s'appelait d'ailleurs Carrières, je crois, Carriers. Et là donc, vous avez dans celui-ci, c'est un peu sur le même modèle que le Compagnon, ou le dernier Apocryphe, plein de petits chapitres, plein de petites choses avec plein de détails, donc divers et variés. Voilà, plein de groupes. En fait, là, c'est la description, pardon, sous forme d'article quand même, de plein de groupes en fait divers et variés, de groupes de pression, groupes politiques, groupes, on va dire, de forces armées, etc. Cultes, enfin, c'est pas vraiment des cultes secrets, mais en fait, c'est des organisations secrètes. Puisque là, je vois par exemple, il y a les Chevaliers de Magrita, donc il y a la Marine impériale. Les gens, on va dire, les gens de la forêt d'une certaine manière, la, la glorieuse, enfin les gens, comment dire, de la glorieuse révolution. Voilà, il y avait quand même aussi des agitateurs, hein, puisqu'on avait une carrière d'agitateur politique. Voilà, les Dreamswalkers. J'ai vu aussi qu'il y a un groupe qui est extrêmement important dans Warhammer. C'est comment ils s'appellent déjà, les Rose Warden, donc les cavaliers de la route, enfin comment ils s'appelaient déjà en français, je crois que c'est cavaliers de la route, qui est un groupe en fait, c'est les patrouilleurs routiers, qui est un groupe en fait qui est extrêmement important puisqu'il protège les routes de l'Empire. Voilà, donc tout était décrit là-dedans. Et pour terminer cette vidéo, on a bientôt fini, rassurez-vous. Donc on a des suppléments, on va dire plus de contexte qui étaient parus justement chez le chez la bibliothèque interdite. Donc là, on a le fameux livre des rancunes des nains, voilà, qui n'était pas un supplément hein, officiel, c'est vraiment un supplément qui est pas pour le jeu de rôle. C'est vraiment en plus un supplément illustratif, mais qui est extrêmement riche au niveau background, puisqu'il parle justement de ce fameux livre des rancunes, dans lequel les nains inscrivent, on va dire, les griefs qu'ils ont à l'égard de tel ou tel peuple, en regard de telle bataille ou tel événement, et c'est leur mémoire, et ayant, on va dire, ce livre inscrit ça dans le livre des rancunes, concrètement, vous êtes sûr qu'ils vous lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas eu leur revanche. Et un nain, on peut dire que déjà en plus ça vit vieux, mais en plus ça vit pour, on va dire, exécuter sa vengeance. Et le petit livre ici, donc la vie de Sigmar. Donc là concrètement c'est vraiment une sorte d'éléments de jeu, quoi, d'aide de jeu qu'on peut présenter aux joueurs, où donc voilà, vous avez la description en fait de toute l'histoire de Sigmar, le saint patron de l'Empire. On a un petit livret qui est comme une sorte de bréviaire, qui est vraiment présenté un peu comme un livre religieux d'une certaine manière, où on apprend tout sur Sigmar. C'est très très bien fichu, hein, c'est vraiment pas mal. C'est très sympathique. Voilà. Alors celui-là, je ne sais plus du tout comment ni quand je l'ai trouvé, mais je sais même plus quelle est sa date de parution, parce que le bouquin en fait est tellement, on va dire, ah oui, si, il y a quand même des petites indications. Parce qu'ils veulent tellement faire croire évidemment que c'est un véritable bréviaire sur la vie de Sigmar qu'ils ont tout dépouillé. Et celui-ci, il date de 2005. Ah bah justement, il est paru quasiment au début, en même temps que la première édition. Et donc, un petit supplément de contexte très intéressant. Voilà, bah je crois que j'ai fait le tour. La vidéo n'a pas duré trop longtemps par rapport à la masse de suppléments que j'avais à vous présenter. J'espère donc que voilà, ça vous a plu, que ça vous a rappelé des bons vieux souvenirs, que ce soit de la première ou de la deuxième édition, parce que même, on va dire, pour les moins jeunes ou les plus jeunes, ils ont connu peut-être la première et la deuxième, ou au moins la deuxième édition. Et donc, je vais arrêter là et passer dans quelques instants à la troisième et quatrième édition, donc dans une seconde partie sur la présentation de la gamme Warhammer. A tout de suite.